Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Abonnez, c'est la revue de presse numéro 687 du 13 février 2026. Alors, vous savez, il y a actuellement la conférence de Munich sur la sécurité en Europe. Et le chancelier Merkel vient d'annoncer quelque chose de très important. Il est, dit-il, en discussion avec le président Macron au sujet de la dissuasion nucléaire et d'une dissuasion nucléaire française qui deviendrait européenne. Voyez-vous ça? Alors là, c'est quelque chose de très très important. Je pense que M. Macron va être obligé de passer devant le Parlement pour ça. Parce que là, c'est un changement complet de la dissuasion française. Voilà, mes chers abonnés, la revue de presse numéro 687. Bonne journée. In case of an armed attack in Europe. So we need to spell out now how we want to organize this at the European level, not to replace NATO, but as a self-sustained, strong pillar within the alliance. I have started first talks with the French President Emmanuel Macron about European nuclear deterrence. Bien, repassons à l'Ukraine. Les responsables russes, ukrainiens et américains se rencontreront à Genève, en Suisse, la semaine prochaine pour un troisième cycle de pourparlers trilatéraux visant à mettre fin à la guerre. La nouvelle a été confirmée par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, qui a déclaré à Reuters que les délégations se réuniraient mardi et mercredi. À la tête de la délégation russe, selon Peskov, se trouvera le conseiller du Kremlin et principal négociateur pour la paix, Vladimir Medinsky. Les deux précédents cycles ont eu lieu plus tôt cette année à Abu Dhabi. Lors de ces réunions, le principal représentant de Moscou était le chef de l'agence russe de renseignement militaire, l'amiral Igor Kostyukov. Les réunions à Abu Dhabi se sont terminées par un accord d'échange de prisonniers au cours duquel les deux parties ont libéré plus de 300 prisonniers. Mais au-delà de cela, les délégués n'ont pas réussi à signer un accord de paix. Le président Vladimir Poutine continue d'insister sur l'idée d'un contrôle total de Moscou sur la région du Donbass, ce qui est refusé par son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, malgré la pression de l'administration Trump pour parvenir à un accord de paix avec Moscou dès que possible. Pendant ce temps, The Atlantic, citant deux conseillers anonymes du président ukrainien, rapporte que Kiev pourrait être prêt à renoncer à Donetsk, à l'est, qui, avec la région de Louhansk, forme le Donbass. Sur la ligne de front de Soumy, on note une attaque des Russes au sud de Varachinier. Attaque qui a été stoppée par les drones ukrainiens ainsi que leur infanterie. Dans cette attaque, les Russes ont engagé 4 groupes de combat à pied sur des motoneiges et leurs fantassins ont utilisé des gazoducs dans ce secteur. Et dans cette attaque, les éléments les plus avancés de l'infanterie russe ont été capturés dans ce secteur exactement par l'infanterie ukrainienne. De retour d'un déplacement à Kiev, la ministre française des Armées Catherine Vautrin a salué la résilience ukrainienne. Près de 4 ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et au vu des frappes russes qui fragilisent le système énergétique ukrainien en plein hiver, la ministre s'interroge sur la sincérité des Russes à parvenir à un accord de paix. Dans le train du retour à Lviv, il y avait là aussi encore des alertes. Donc c'est une réalité de tous les jours. Et donc on se dit, est-ce que réellement les Russes ont envie d'aller vers la paix quand on voit cette situation? Pour autant, je souligne évidemment tous les efforts qui sont conduits par les États-Unis avec l'Ukraine pour parler avec les Russes. Les Européens doivent avoir un siège à la table des négociations pour la paix en Ukraine, car ils seront présents le jour de l'arrêt des hostilités pour garantir la sécurité, a insisté la ministre. Pour l'heure, l'approvisionnement en intercepteurs de drones et en missiles est la priorité des Ukrainiens, souligne-t-elle. Le sujet, c'est vraiment le combat
dans le ciel. Et c'est la première chose que m'a demandé le président Zelensky, c'était d'être le relais du besoin de missiles. Lors d'une réunion de l'OTAN à Bruxelles jeudi, le Pentagone a appelé les Européens à prendre en charge leur défense sans remettre en cause le soutien américain. La ministre l'assure, l'Union européenne a bien reçu le message. Le général Alexeyev. Il fait également partie de l'équipe de négociation. Comment interprétez-vous cette tentative d'assassinat? Est-elle destinée à saboter les négociations ou s'agit-il simplement d'un effort pour viser le chef du renseignement russe? Comment évaluez-vous la situation? Parce que ce n'est pas une tentative d'assassinat ordinaire, c'est très significatif. Eh bien, tout converge en un seul endroit, les Émirats arabes unis. Il est le suppléant direct du chef des négociations, donc il s'agit d'une attaque très directe et ciblée contre l'équipe de négociation russe. À présent, les Russes affirment que la Russie officielle, si l'on considère M. Lavrov comme l'incarnation de la Russie officielle, soutient qu'il s'agissait d'une tentative de perturber les négociations et peut-être de provoquer une nouvelle fois la Russie, comme d'habitude, afin de la pousser à faire quelque chose de radical qui pourrait ensuite être condamné par la communauté internationale. L'humanité progressiste condamnerait alors la Russie comme étant belliqueuse et réticente à poursuivre la paix. Ça a été largement dit dans la presse, des sanctions m'interdisent d'entrer sur le territoire de l'Union européenne, mais du fait que j'y suis, eh bien, je n'ai pas le droit de me déplacer à l'intérieur de l'Union européenne, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de venir en Suisse. Si je voulais le faire, je devrais avoir une autorisation de la Belgique, une autorisation du Luxembourg, une autorisation de la France pour traverser leur territoire et aller jusqu'en Suisse. Et une fois que si j'étais en Suisse, je n'aurais pas le droit de retourner vers mon lieu de domicile, qui est la Belgique. Voilà, c'est ça la situation. Donc, je suis effectivement prisonnier en Belgique, prisonnier politique, parce que c'est une décision politique, ce n'est pas une décision de justice, je le rappelle, c'est une décision dite extrajudiciaire, c'est-à-dire que c'est une décision qui a été faite en dehors de tout cadre juridique. Une légère modification de la ligne de front sur la partie est de la ville de Vovchansk au profit des Russes, où une de leurs positions a été bombardée le 11 février, donc il y a 48 heures dans cette zone boisée. Donc je dézoome pour bien vous montrer où on se situe. Nous avons la ville de Vovchansk qui est ici, et l'avancée se situe ici, juste à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Donc c'est une sanction, comme je l'ai dit souvent, ça impressionne beaucoup les gens, mais la réalité est ce qu'elle est, c'est-à-dire que la loi dans n'importe quel pays, quelle que soit la peine que vous avez, la peine est délimitée par la loi. Donc, quand vous faites une faute, vous transgressez une loi ou une règle, d'abord, la transgression est déterminée par une loi, donc vous savez quelle est la limite que vous avez franchie, ça commence par là, et ensuite de ça, c'est la peine encourue, eh bien, elle est déterminée par la loi, soit dans la loi elle-même ou dans les règlements, soit par un tribunal qui dit, ben voilà, vous êtes pendant 3 mois, etc., etc. Dans une décision extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors de tout cadre légal, il n'y a pas de limite à la sanction. Alors moi, on m'a interdit d'avoir accès à mes comptes et de me déplacer, mais on aurait pu exactement la même chose, exactement dans le même cadre, me condamner à mort, par exemple. Alors vous allez me dire, oui, mais la peine de mort est interdite. Oui, dans le cadre de la loi, mais on n'est plus dans la loi. On est au extrajudiciaire. On est dans quelque chose qui sort de la loi. Et ça parle peut-être un peu mieux aux gens. C'est-à-dire que, bon, là, ils ont été raisonnables d'une certaine manière, puisqu'ils m'ont interdit d'accéder à mon compte en banque. Mais effectivement, il pourrait arriver un jour où ils décident de passer la vitesse supérieure et de faire autre chose. Que la chaîne russe Channel 5, je crois que c'est une station d'information basée à Saint-Pétersbourg, l'un des diffuseurs d'État, avait publié un article en ligne intitulé « Tentative d'assassinat d'Alexeyev, que savons-nous du tueur et de ses complices ?» Puis il y a un sous-titre « Derrière cette tentative d'assassinat d'un commandant militaire russe pourraient se cacher des forces spéciales occidentales. » Malheureusement, cet article, qui fait environ 1 page et demie, ne développe pas du tout ce sous-titre.
doesn't develop that subtitle at all. But it's exactly what I'm thinking. Mais c'est exactement ce que je pense, et je vais expliquer pourquoi. Il est presque certain que, lorsqu'on examine cette tentative d'assassinat en particulier, elle diffère des trois précédentes. Elle n'a pas été menée à distance par quelqu'un à Kiev appuyant sur un bouton pour déclencher un engin explosif, que ce soit sur un scooter ou quelque part à proximité immédiate d'un officier militaire quittant son complexe résidentiel. Non, non. Il s'agissait d'un assassinat direct en personne, commis par quelqu'un armé d'un pistolet muni d'un silencieux, qui est monté au 24e étage de l'immeuble et a tiré sur le lieutenant-général alors qu'il sortait de son appartement. C'est donc une manœuvre différente, et il n'y a ici rien de télécommandé. Je penche pour l'idée que cela remonte jusqu'à Kiev, indépendamment de ce que le suspect dit lors de son interrogatoire. C'est aussi plus sophistiqué. Cet homme s'est rendu à Dubaï. La question est, eh bien, c'est pas si difficile en soi. Il y a des vols quotidiens de Moscou à Dubaï. Aucun problème pour partir et y arriver. La vraie question est, qu'allait-il faire une fois à Dubaï? Comptait-il tenter de tuer le reste de l'équipe de négociation? Ou bien subir une chirurgie esthétique et réapparaître avec un autre visage et un autre passeport? Cela devient très complexe. Les possibilités laissent penser à une opération bien plus sophistiquée que la simple petite agence de renseignement militaire ukrainienne. Le Financial Times révèle que l'administration Trump obligerait Zelensky à organiser une élection présidentielle en Ukraine avant le 15 mai prochain. Pour l'instant, Zelensky n'a pas vraiment répondu, ou peut-être même démenti, on ne sait pas, mais ce qu'on a lu par rapport au Financial Times. Est-ce que le président américain, selon vous, souhaite-t-il se débarrasser du président ukrainien et comment vous voyez le sort de Zelensky si cette élection a lieu? Alors, je crois qu'il pour bien comprendre ce qui se passe, il ne faut pas oublier que le président américain, le président Trump et le président Poutine se sont mis d'accord en Alaska sur la fin de la guerre. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Vous voulez dire qu'ils connaissent la date? Bien sûr, ils sont d'accord depuis l'Alaska, ils sont tous les deux d'accord sur la fin de la guerre. Et la fin de la guerre, c'est pas d'OTAN en Ukraine et le Donbass et la Crimée à la Russie. C'est clair. Bon. Bien sûr, la position du président Zelensky, elle n'est pas du tout la même. Au départ, il voulait qu'on lui rende tous les territoires de russophones, donc la partie occupée de Donbass et la Crimée. Maintenant, il a évolué, mais il dit « je veux une négociation, un arrêt sur la ligne de front ». Ce que les Russes disent non. Bon, les Russes disent non, et ils ont raison, de mon point de vue, ils ont raison, parce qu'il ne faut surtout pas couper des provinces qui sont homogènes en deux morceaux, parce que sinon, le problème recommence 10 ans, 20 ans ou 30 ans après. Si on veut une solution dans la durée, il faut être sur les frontières linguistiques qui correspondent à l'histoire. Parce que le Donbass a été russe depuis toujours, alors que l'autre côté n'a été russe que depuis 1918. Donc il faut bien comprendre tout ça, parce que c'est la clé de l'affaire. Donc il y a une opposition entre les deux. Le président Trump voudrait que Zelensky accepte la proposition russe, d'autant plus que tout le monde sait, les militaires de tous les bords, européens, américains et tout le monde sait que les Russes progressent très doucement, mais progressent tout le temps, et que selon les calculs, pour arriver à tenir l'ensemble du Donbass, il leur faudra de 12 à 18 mois de plus qu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Zelensky, lui, il fait traîner les choses en longueur parce qu'il ne veut pas négocier. Et quand on lui dit « mais enfin les Russes progressent », il dit « oui, dans 18 mois, ils seront à la frontière, on verra ce qui se passe dans les 18 mois ». Les Américains disent « c'est idiot », ce qu'a dit Trump à Davos et ailleurs, « c'est idiot, on ne va pas continuer à faire tuer des gens ukrainiens et russes pendant 12 à 18 mois pour rien, puisqu'on connaît la fin de l'histoire. Donc c'est idiot de faire une guerre pour rien, c'est pas intelligent. » Donc il voudrait que Zelensky cède. Mais Zelensky ne cède pas.
Sur le front de Louhansk, sur la partie nord, je n'ai pas noté de modification ni d'information depuis la ville même de Kupiansk. Sur le sud-est ici, les Russes ont lancé une nouvelle attaque en direction du village de Podoli, attaque qui a été menée par plusieurs quads, dont un a été détruit sur cet axe ici, donc à l'est du village de Podoli. En 2024, selon la constitution ukrainienne, il y aurait dû avoir une nouvelle élection de président. Zelensky a refusé de faire cette élection en disant que ce pays était en guerre et qu'on ne fait pas une élection pendant la guerre. Du coup, il est resté en place. Et maintenant, les Américains disent il est temps de faire l'élection du président. Et alors, pourquoi ils disent ça? C'est parce que tous les sondages en Ukraine disent que Zelensky sera battu. Normalement, alors, celui qui a le plus de chance, c'est Zaloujny, le général Zaloujny, qui était le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, et que Zelensky a enlevé d'Ukraine en le nommant ambassadeur en Angleterre, parce que Zelensky craignait justement la notoriété de Zaloujny. Donc il l'a muté à l'extérieur. Donc s'il y a une élection présidentielle, il y aura Zaloujny et Zaloujny sera élu. Du moins, c'est ce que disent les sondages. Après, vous avez carte blanche pour nous parler de l'Ukraine et des liens donc, du dossier Epstein avec l'Ukraine. Oui, c'est exactement ça. Et les liens du dossier Epstein commencent effectivement par la fête. C'est-à-dire surtout, les fichiers Epstein sont remplis d'emails, j'allais dire de macros, parce que donc Epstein a historiquement beaucoup de liens avec l'Ukraine, c'est-à-dire avec les filles ukrainiennes. Donc, pardon, je suis désolé, je vais vous faire descendre un peu l'ambiance, c'est absolument sordide. Vous avez comme ça des quantités d'emails dans lesquels Epstein envoie des photos, des mails en disant celle-là, est-ce qu'elle te plaît, celle-là, qu'est-ce que t'en penses, elle est comme ça, ah bon, c'est elle qui a pris ces mêmes photos, mais on voit à peu près tout, donc tu vas voir, tu peux faire ton choix, c'est limite un catalogue de bagnoles. Vous avez Jean-Luc Brunel qui envoie un mail en disant c'est génial, l'Ukraine, on dirait l'Europe dans les années 80, en mode on fait ce qu'on veut avec les filles. Et donc, vous avez ce lien historique fort de Epstein avec l'Ukraine. Et puis arrive Maïdan, donc le soulèvement de Maïdan en 2014. Et là, vous avez, pareil, un petit moment de fichier Epstein qui ressort, qui est assez extraordinaire, que j'ai pas encore vu traiter. C'est un truc qu'il va falloir le traiter davantage, mais je pense que c'est bien de commencer à le sortir. Donc en 2014, Jeffrey Epstein envoie un email à Ariane de Rothschild, évidemment, pour lui dire que les soulèvements en Ukraine apportent des opportunités, beaucoup d'opportunités. C'est littéralement ça, le mail. Ukraine Upheaval brings many opportunities, many. Donc là, on est tout début mars 2014. Oui. Alors, quel genre d'opportunités ? Donc, quel genre... Alors ça, on n'a pas le détail, mais déjà, ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on réfléchit à la piste russe, et la vaste blague, l'espèce de débilité qu'on nous sert, c'est les Russes. Donc là, pour le moment, c'est le soulèvement de Maïdan qui apporte des opportunités. Et 10 jours plus tard, on a un mail dans lequel on a Jeffrey Epstein qui veut, et qui il a probablement réussi à le faire, mais en échange de mails entre Jeffrey Epstein, Ariane de Rothschild et Tom Pritzker. Pour qu'ils se rencontrent. Encore une fois, c'est juste après. Et Tom Pritzker, c'est le chef de la famille Pritzker. Et la famille Pritzker, c'est une famille d'ascendance ukrainienne qui habite à Chicago. Et on en a déjà parlé, j'ai fait des chroniques dessus, qui tient ce que moi j'appelle la mafia locale des démocrates de Chicago. Et les démocrates de Chicago, c'est pas tout à fait n'importe qui, parce que c'est de là dont vient Obama. Et quand je dis que c'est la mafia locale, c'est-à-dire que vous avez donc Tom Pritzker qui est le chef de famille, donc la famille Pritzker, leur fortune vient des hôtels Hyatt à l'origine. Après, ils se sont diversifiés comme toute bonne fortune. Et vous avez dans la famille Penny Pritzker, qui a été secrétaire du commerce sous Obama, qui de 2023 à 2024 a aussi été envoyé spécial en Ukraine pour la reconstruction. C'est Biden. Oui, bien sûr. Et Biden, c'est la continuité d'Obama. Et donc, elle a été envoyée pour Economic Recovery. Donc, vous avez ça. Vous avez J.B. Pritzker, qui est gouverneur de l'Illinois. Et donc, vous avez vraiment, ils tiennent. Quand il est gouverneur de l'Illinois, elle est secrétaire au commerce, puis envoyé spécial. Vous avez vraiment, c'est une famille qui a un entre-genre qui est assez rare. Franchement, c'est assez impressionnant de voir ça.
Et donc, on se rend compte que, en fait, vous avez des liens d'intérêt qui ont été formés pour pouvoir aller véritablement saisir des opportunités économiques massives en Ukraine. Et donc, c'est vraiment extrêmement important de se rendre compte que pour Epstein, vous avez une piste ukrainienne d'abord pour les filles, vous avez ensuite la piste ukrainienne pour aller chercher des opportunités économiques. On n'en sait pas beaucoup plus que ça, à part qu'il dit qu'il y a beaucoup de choses à faire à Ariane de Rothschild, qui fait se rencontrer Ariane de Rothschild et Tom Pritzker. Peu après, tout ça, c'est dans le même moment. Et que ensuite, encore une fois, c'est le truc, là, ça dépasse très largement les fichiers Epstein, c'est que, encore une fois, Obama est issu d'un parti, encore une fois, du Parti démocrate de Chicago, qui vient de ses descendants ukrainiens, qui avaient une revanche à prendre absolument massive et qui qui depuis 2014 en fait n'ont pas arrêté de suivre ce système, en sachant que vous avez aussi Victoria Nuland, qui a été numéro 2 du département d'État des affaires étrangères américaines, qui elle aussi est d'ascendance ukrainienne. Et je pense qu'on sous-estime énormément la puissance de la diaspora ukrainienne aux États-Unis. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que Epstein a aussi mouillé là-dedans. It's a war. That's why we want the war to end. People are suffering. It's the coldest time of year. Unimaginable suffering. That's the problem with wars. That's why wars are bad, and that's why we've worked so hard for over a year now to try to bring this war to an end. Ah oui, donc, ce qu'on découvre, mais on avait quand même quelques indices, mais c'est impressionnant de se dire que ça y est, la piste ukrainienne, qui est quand même déjà une vaste piste mafieuse, rejoint Epstein, et nous, on nous dit c'est les Russes. C'est bien, c'est une bonne simplification. Et est-ce qu'on sait quel type de mafia ce qui pouvait se passer là-bas, à part les réseaux de filles, j'imagine? Alors, on est sur des, là, on est sur des choses. Ce qui s'est passé depuis le conflit, c'est-à-dire que les entreprises américaines ont pris absolument le contrôle des ressources. On l'a vu depuis un moment. Quand je dis mafia, je veux dire, c'est-à-dire que la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que, c'est fait de manière totalement légale. Excusez-moi, je dis mafia parce que pour moi, ça me paraît moralement absolument indéfendable. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je vous rappelle qu'il y a des terres rares en Ukraine, des réservoirs de terres rares, ce que lorgnait l'Europe. C'est-à-dire qu'avant la guerre, avant l'invasion en 2022, l'Europe avait des contrats, était en train de signer, un contrat, c'était en cours, c'était pas fait, avec l'Ukraine, un énorme contrat cadre pour faire des accords d'extraction et de pouvoir bénéficier des terres rares. Et donc ça, c'est fini, c'est passé aux États-Unis. Je vous rappelle que l'Europe était très bien positionnée sur les terres agricoles ukrainiennes. Vous aviez des sociétés françaises, notamment, c'est passé aux sociétés américaines. Vous aviez évidemment toute l'énergie qui est passée. Et de manière plus large, si vous voulez, ça, on le sait pas encore, mais on sait que vous avez toute une guerre. C'est du détournement de fonds, c'est-à-dire que vous prenez de l'argent public que vous envoyez officiellement en aide, et on parle de centaines et centaines de milliards. D'argent pour les entreprises qui sont sur place. Oui, mais sauf que non, c'est même pas les entreprises sur place, c'est les entreprises américaines derrière. Oui, non, mais ce que je veux dire, les entreprises américaines qui sont censées participer à la reconstruction, qui récupèrent l'argent. Alors que c'est des subventions qui viennent des Américains. Donc oui, ça passe de public à privé par un petit circuit. Vous privatisez de l'argent public, et Penny Pritzker, qui donc a été envoyée spéciale, je vous dis, donc pour la reconstruction en Ukraine, a évidemment un fonds d'investissement qui est extrêmement actif là-dedans. Donc vous avez une captation à deux niveaux. Vous avez une captation des ressources ukrainienne, et vous avez une captation de l'argent public américain. Je vous rassure, on fait la même chose en Europe, sauf qu'on n'arrive même pas à capter. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et je vous rappelle aussi que vous avez, pour le moment, c'est pareil, c'est des choses qui sont encore en cours, mais vous avez tout un tas de projets de fonds de reconstruction dans lesquels, en fait, qui sont tenus par les Américains,
et qui derrière s'assure que le fonds de reconstruction ukrainien utilise des sociétés américaines. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Hein. Vous avez 600 milliards de dollars qui ont disparu en Irak avec du pétrole qui s'est envolé. Vous avez, les guerres sont encore une fois le meilleur moyen de faire du détournement à des niveaux qui sont absolument impensables. En temps de paix. On continue le long de ce front de Luhansk, dans la partie sud et plus précisément sur Liman. On note là également des avancées russes. Alors tout d'abord au nord-ouest de la ville, en direction du village de Dobrochevie. Ici, une position russe a été bombardée. L'attaque a été menée depuis Derilovier, ici, qui est sous contrôle russe. Et cette attaque a permis à ces derniers de sécuriser cette partie du terrain, donc en direction de Drobichevier. Et pour rappel, dans ce secteur, une tranchée avait été attaquée par des drones russes il y a une semaine. Et n'ayant pas eu de confirmation visuelle depuis cette date, je laisse le secteur ici dans la zone grise. Donc je dézoome, on se trouve donc au nord de Liman. Et au nord-est de cette même ville, on note de nouveau une avancée russe, puisque une de leurs positions y a été bombardée le 12 février. Donc pour rappel, au nord-est de Liman, il y a des fortifications importantes ici que les Russes ont contournées par l'est. Donc pour rappel, ils avaient pris ici ces dernières semaines ces fortifications ukrainiennes et ils ont donc percé en direction de la ville. Et actuellement, ils semblent ici contourner ces défenses, comme vous pouvez ici le constater. La constitution ukrainienne interdit au président de vendre ou de donner des morceaux de l'Ukraine. Ça, c'est la constitution. Donc, même aujourd'hui, Zelensky ne peut pas le faire. S'il voulait, il pourrait dire « je suis d'accord avec la solution américaine et russe », mais le peuple ukrainien pourrait dire « non, vous n'avez pas le droit parce que vous n'avez pas le droit de vendre ou de céder des territoires ». Donc, à ce moment-là, il faut faire un référendum populaire où les Ukrainiens vont voter. Zelensky ne veut pas faire de référendum. Donc, les Américains disent, s'il y a un nouveau président, dès qu'il est élu, il fera un référendum. Évidemment, il va le gagner, parce que les gens veulent la paix. Hein. En Ukraine comme ailleurs, ils veulent la paix. Donc, il va le gagner, et à ce moment-là, le problème est réglé. Donc, c'est tout. Alors, pourquoi Zelensky dit les Américains veulent ça avant l'été? C'est parce qu'il y a les midterms, les élections américaines de midterm, de milieu de mandat pour Trump. Et Trump veut absolument, avant les midterms, avoir réglé le problème ukrainien pour pouvoir dire « j'ai fait la paix en Ukraine, comme j'ai fait la paix à Gaza, comme j'ai fait la paix partout ». C'est ça. Donc, voilà l'histoire, si vous voulez. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'un nouveau cycle de pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine était prévu prochainement. Les responsables russes ont indiqué que la date et le lieu des prochains pourparlers trilatéraux avec l'Ukraine et les États-Unis étaient encore en discussion, Abu Dhabi étant envisagé comme lieu possible. Les précédentes réunions se sont achevées sans avancée majeure sur les questions clés, même si un échange de prisonniers a été mené à bien. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l'Ukraine était prête, mais qu'elle n'avait pas encore reçu de réponse claire de Moscou. Lors d'une autre réunion à Bruxelles, le ministre ukrainien de la Défense a exhorté les alliés de l'UE à fournir rapidement des missiles de défense aérienne Patriot 3, avertissant que les infrastructures critiques restaient menacées par les frappes russes. Par contre, il est à noter que sur la ville de Kostantinivka, les Russes se sont attaqués au pont situé sur le nord de la ville. Et ce sont plus précisément les forces aérospatiales russes qui ont bombardé ces derniers, notamment dans la journée d'hier, le 12 février. Nous avons ici un premier pont qui a été endommagé par une FAB, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Et un autre pont a été ciblé, mais cette fois-ci avec une FAB 3000, ce qui n'a laissé aucune chance au pont qui a été détruit ici dans cette journée du 12 février, donc hier. Donc cela dans le but de perturber la logistique et les renforts ukrainiens en direction de la ville de Kostantinivka. Notre affaire. Pourquoi maintenant les Epstein Files? Je pense que le président américain, lui, il a un problème, si vous voulez. C'est qu'il veut gagner les midterms. Ce serait la première fois dans l'histoire des États-Unis depuis le président Reagan qu'un président en place gagne les midterms.
Et on sait très bien que quand un président gagne les mi-termes, c'est son vice-président ou quelqu'un qu'il désigne lui qui est le prochain président. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Trump gagne les mi-termes, Vance, le vice-président Vance, sera le prochain président des États-Unis. Et comme aux États-Unis, on est réélu 2 fois en moyenne, ça veut dire on les a pour, en définitive, pour 12-13 ans, quoi. Or, en 12-13 ans, on peut changer complètement un pays. Donc la doctrine MAGA, si vous voulez, la doctrine de la Heritage Foundation, du think tank Heritage Foundation et des Américains pro-Trump, leur doctrine, c'est de dire il faut qu'on ait le temps de changer l'Amérique pour que l'Amérique puisse repartir et redémarrer. Ça ne se fait pas en 1 an ni en 2 ans, il nous faut du temps. Donc il faut qu'on gagne les mi-termes et que derrière Trump, ce soit Vance qui soit réélu, qui soit élu. Donc c'est toute la logique, si vous voulez, du système. Alors pour ça, il faut effectivement la paix en Ukraine parce que les Américains ne veulent pas continuer à avoir un problème sur l'Europe du Nord, alors qu'elles veulent, on le sait, tous les Américains, tout le monde le sait, Donald Trump veut développer des liens avec le président Poutine et avec la Russie, parce qu'il trouve que la Russie, dans cette guerre, a été trop attirée par la Chine. Il ne faut pas l'oublier. Il considère que les Russes, dans les conditions de la guerre, ont été amenés à passer beaucoup d'accords avec les Chinois, et pour les Américains, les Russes ont passé trop d'accords avec les Chinois. Donc, l'idée de Trump, c'est de dire au président Poutine, on va faire des accords commerciaux, on va lever toutes les sanctions. Dès que la guerre est terminée, il y a levé des sanctions en ce qui concerne les États-Unis par rapport à la Russie, et plein de courants d'affaires qui vont se créer entre la Russie et les États-Unis pour que la Russie ne soit plus un allié à 100% de la Chine, mais que il soit moins proche de la Chine et un peu du côté des États-Unis. C'est toute la logique actuelle de la géopolitique. On se déplace en direction de la ville de Oulialpol, où les Russes ont lancé un assaut avec leur infanterie sur le village de Zalinichnie. Donc rappelez-vous, dans les précédentes vidéos, ce village avait été particulièrement et régulièrement bombardé par les forces aérospatiales. Et le 10 février, donc l'infanterie russe a lancé un assaut donc, sur ce village, assaut qui a été précédé par l'attaque d'une centaine de drones kamikazes russes, donc de tout type, sur les positions ukrainiennes. Et ce sont les éléments appartenant au 114e régiment de chars, qui appartient lui-même à la 127e division de la 5e armée russe. Plusieurs drapeaux ont été hissés dans ce même village en date donc du 10 février. Et cela a eu pour effet ici d'étendre la zone grise en défaveur de la zone précédemment sous contrôle de l'armée ukrainienne. Les forces aériennes ukrainiennes, de leur côté, ont bombardé donc la ville de Oulialpol avec 2 bombes Hammer dans la journée du 12 février, ce qui suggère que l'aviation ukrainienne reste active, mais comme vous vous en doutez, à un niveau bien inférieur aux forces aérospatiales russes. L'Union européenne, la Commission européenne n'est pas tout à fait d'accord avec Donald Trump. Mais ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont dévoilé un 20e paquet de sanctions contre la Russie. 20e paquet de sanctions, ça veut dire que la Russie reste, et ça va perdurer, le pays le plus sanctionné au monde. Je vais citer donc la Commission européenne. La Russie ne viendra à la table des négociations avec une volonté réelle que s'il est contrainte. Vous avez bien dit que les États-Unis vont peut-être enlever les sanctions, surtout les sanctions pétrolières. Hier, ça a été dit par le ministre des Finances américain. Jusqu'où peuvent aller les sanctions européennes et est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce qu'il y a certainement les pays dans le monde qui existent, qui ont souffert des sanctions, ça on les connaît. Ce n'est pas tout à fait le cas de la Russie. C'est quoi? C'est plus la communication? Voilà, on fait quelque chose pour sauver l'Ukraine? Alors, si vous voulez, d'abord, je pense que cette idée des sanctions qui avait été soufflée par les États-Unis, parce que c'est Biden, c'est l'équipe Biden aux États-Unis qui ont dit aux Européens « vous devriez prendre des sanctions contre la Russie ». Il ne faut pas l'oublier, c'est pas l'équipe Trump, c'était avant. Bon. Depuis les premières sanctions, elles ont eu lieu quand? Il ne faut pas l'oublier. Avec la Crimée? Elles ont eu lieu après l'invasion de la Crimée, comme vous savez.
Et ce premier train de sanctions a permis aux Russes de comprendre ce qui se passerait en Europe le jour où il y aurait une guerre en Ukraine. Parce qu'ils ont imaginé ce que pouvaient être les autres sanctions derrière. Et la Russie, indiscutablement, depuis l'invasion de la Crimée, ou l'occupation de la Crimée, ou la transformation de la Crimée en territoire russe, selon le point de vue où on se place, eh bien, depuis ce moment-là, les Russes se sont préparés aux sanctions européennes. Et quand elles sont arrivées, la deuxième vague, puis troisième, jusqu'à l'actuelle, bon, ces sanctions ont été des échecs. Vous vous souvenez du ministre des Finances français, Bruno Le Maire, disant on va mettre à genoux l'économie russe. Bon, quand on regarde le résultat, depuis le début de la guerre, la Russie a toujours eu un taux de progression du PIB, comme on dit du produit intérieur brut, supérieur à celui des Européens. Donc on ne peut pas dire que les sanctions soient une réussite. Ou plus exactement, on devrait dire que les sanctions ont plus pénalisé les Européens que les Russes, ce qui n'est pas très bon. Donc la question c'est pourquoi aujourd'hui on fait encore un train de sanctions alors qu'on sait que ça ne sert à rien, tout le monde le sait. Je pense que c'est de la communication, c'est pas autre chose. C'est pour dire, nous les Européens, même si les Américains et les Russes se mettent d'accord, nous on ne cédera pas et on veut que le président Poutine et la Russie reconnaissent un certain nombre de demandes que nous faisons. Je crois que c'est ça le truc. Bon, maintenant, quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'Europe, on voit qu'aujourd'hui, les Allemands, les Italiens et d'autres sont tous en train de changer leur mentalité sur l'histoire de l'Ukraine et que tous disent la même chose. En définitive, ils disent bon, il faut qu'on arrête cette guerre et qu'on trouve ensuite des solutions pour vivre avec l'Ukraine, bien sûr, mais aussi avec la Russie. Alors, vous avez vu que le président français vient de découvrir qu'il fallait avoir des relations avec les Russes. Je dis découvrir parce que pendant quelques années, on est bien placé pour en parler, vous et moi. Malheur à celui qui disait qu'il fallait avoir des relations avec la Russie. Il a quand même bien invité à Versailles, Poutine. Alors qu'il l'avait invité à Versailles. Moi, je me souviens, puisque quand j'ai commencé à m'intéresser à la Russie, plus particulièrement cette dernière fois, c'était parce qu'effectivement, il y avait eu Versailles. Bon. Sur le front de Zaporizhia, sur la partie est, aucune modification. Par contre, sur la partie centrale, au sud de la ville de Orikhiv, on note une légère avancée des Russes qui ont sécurisé cette partie du terrain au nord de Robotyne, ainsi que sur la partie ouest, au nord-est de Nesterianka, puisque l'infanterie russe a progressé en direction du village de Novo-Andriivka, qui se situe à l'ouest de Orikhiv, et où une position de l'armée russe a été bombardée ici il y a 3 jours. Donc sur le sud du village de Novo-Andriivka. Et les Européens qui voient maintenant que quoi qu'il fasse, Trump fera un accord avec les Russes en l'imposant, enfin l'accord il existe déjà sur le principe, mais en l'imposant aux Ukrainiens, parce que c'est ça qui est en cours, eh bien quand ça sera imposé, les Européens, qu'est-ce qui va leur rester? Et la grande peur des Européens, c'est que dans l'accord américano-russe, on dise que pour garantir la sécurité de l'Ukraine, il faut intégrer l'Ukraine non pas dans l'OTAN, mais dans l'Union européenne, et lui donner des avantages, ce qui serait, alors sur le plan économique pour nos pays, désastreux. Ce qui exige Zelensky. Oui, quand vous voyez comment les paysans français ont manifesté pour le Mercosur, autant vous dire que le Mercosur, c'est 1/10, même pas, de ce qui se passerait avec l'arrivée de l'Ukraine en Europe. Donc, c'est pas possible. Enfin, si vous voulez, c'est pas possible. Tout est toujours possible dans le monde, mais ce n'est pas possible pour des gens sérieux en regardant les dossiers. Donc, je dézoome pour bien vous montrer cette situation ici, où de légères modifications ont été réalisées. Et enfin, sur la partie ouest du front de Zaporizhia, entre les villages de Stepnoïrsk et de Loukianivsky, une tranchée qui était occupée par les Russes a été ici prise d'assaut par l'infanterie ukrainienne dans la journée du 11 février.
Et cette tranchée donc se situe exactement ici sur cette bande forestière. Mais à mon niveau, ce secteur était déjà sous contrôle ukrainien, ce qui suggère que les Russes avaient pris d'assaut cette tranchée il y a quelques jours et que cette dernière a été reprise par les Ukrainiens. La seule chose que je note, moi, qui m'a fait penser qu'il y a des contacts, c'est le fait que récemment, il y a eu un chercheur français qui a été libéré en Russie et qu'il a été dit, je lis la presse, il a été dit par la presse que c'est le service de l'extérieur, de la DGSE, qui avait négocié la libération. Donc ça veut dire qu'il y a des contacts entre le service français et le service russe. Bon. Après, il y a un deuxième aspect, c'est que normalement, alors il faut être prudent, parce que avec les politiques, vous savez, il y en a qui par moment vont pas du tout avoir cette vision du monde, mais selon les usages ou les habitudes, si vous voulez, quand même entre pays en guerre, les services de renseignement ont toujours des contacts. Ça permet d'avoir un échange, de faire passer des messages, vous voyez ? Bien toujours. Sûr. Donc, on peut penser que même si les relations entre la France et la Russie étaient exécrables ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire, et ne sont pas bonnes non plus aujourd'hui, il faut pas raconter l'histoire, eh bien, les services ont continué à avoir des relations. Alors après, est-ce que ces relations ont servi ou pas servi ? Je suis bien incapable de vous le dire parce que je ne suis pas dedans, donc je ne sais pas. Mais c'est valable partout, c'est valable avec les Chinois, c'est valable avec les Américains, c'est valable avec tout le monde. Les services ont vocation d'assurer la liaison. Et vous voyez, sans trahir de secret, parce que là c'est une vieille histoire, mais une erreur française qui a été faite, elle est officielle, c'est pas que j'en parle, sinon j'en parlerai pas, c'est quand il y a eu les problèmes en Syrie, par exemple, on avait enlevé les services français de Syrie, en même temps que l'ambassade, et de même coup, on n'avait plus aucun contact avec les Syriens, alors que les Syriens savaient les gens de Daesh, qui c'était, comment ils étaient organisés. Donc on a eu un trou dans l'information parce qu'on avait rompu. Erreur fatale. On ne fait jamais ça. Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que l'Ukraine ne perd pas dans une interview pour The Atlantic, soulignant que son pays continue de résister à l'agression russe. Il a exprimé que l'arrêt de la guerre entre la Russie et l'Ukraine serait la plus grande victoire pour l'ancien président américain Donald Trump, surtout sur le plan politique et avant les élections de mi-mandat aux États-Unis. Il n'y a pas de plus grande victoire pour Trump que d'arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine, aurait déclaré Zelensky. Pour son héritage, c'est le numéro 1. Zelensky a souligné que l'Ukraine est prête pour des négociations, mais seulement sur des bases justes et avec une paix durable, pas un accord rapide pour des raisons politiques, rapporte Buzz Plus. Je ne pense pas que nous devrions soumettre un mauvais accord à un référendum, a-t-il dit, ajoutant que l'idée d'élection pendant la guerre vient de la Russie qui, selon lui, vise à l'écarter du pouvoir. Il a ajouté que l'Ukraine est prête à la fois pour des élections et pour un référendum, mais a souligné que se précipiter pour mettre un terme à la guerre ne signifie pas accepter n'importe quel accord. Nous n'avons peur de rien. Sommes-nous prêts pour des élections ? Nous sommes prêts. Sommes-nous prêts pour un référendum ? Nous sommes prêts, a-t-il déclaré, écrit Kyiv Post, tout en rassemblant certains des points principaux de la dernière interview du président ukrainien. Nous sommes pressés de mettre une fin à la guerre, a-t-il ajouté. Mais ce n'est pas la même chose, a-t-il souligné, que de se précipiter pour parvenir à un accord, quelles que soient les conditions. Rappelons que Kyiv insiste sur le fait que tout chemin vers la paix doit commencer par de réelles garanties de sécurité de la part des États-Unis et de l'Europe pour prévenir une future agression russe. Que les Ukrainiens ont lancé plusieurs missiles Flamingo. Donc la particularité de ce missile, c'est un mix entre un missile et un drone. Les Russes annoncent en avoir abattu 5 sur 6, ce qui suggère qu'un des missiles a atteint sa cible. Et ces missiles visaient exactement l'arsenal 117 dans la région de Volgograd, cet arsenal que vous pouvez voir ici à l'écran, qui a été visé et qui aurait été donc touché et atteint par au moins un missile Flamingo. Je parle au conditionnel car je n'ai pas eu à ce jour de confirmation visuelle du résultat de cette frappe. Voilà.
En résumé, très peu d'évolution le long de la ligne de front sur ces 3 derniers jours. Les Russes continuent de maintenir une pression autour de la ville de Liman, avec quelques gains de terrain. Sur Konstantinivka, les ponts permettant la logistique ukrainienne ont été endommagés ou détruits. Les Russes insistent sur l'ouest de Oulialpol, où le village de Zalinichny a été attaqué par l'infanterie le 10 février. Et enfin, on note quelques gains de terrain sur le front de Zaporizhia au profit des Russes. Sont-ils en train de réactiver ce front ou seulement fixer les forces ukrainiennes de ce secteur? Un événement faisant la promotion du gala du Nouvel An chinois 2026 de China Media Group s'est tenu mardi à Moscou, réunissant plus de 1000 participants. L'événement a donné un aperçu du spectacle de cette année. Il a également vu un artiste russe présenter une peinture sur le thème de l'année du cheval à venir, en hommage aux liens étroits entre la Chine et la Russie. Reconnu par le livre Guinness des records comme l'émission de télévision la plus regardée au monde, le gala du Nouvel An chinois est une tradition du Nouvel An lunaire depuis 1983. Le spectacle de cette année sera diffusé le 16 février à 20h, heure de Beijing, et sera retransmis dans le monde entier à la télévision et sur les plateformes numériques en 85 langues. Sergei Lavrov a déclaré que Moscou continuerait d'observer les limites imposées à son arsenal nucléaire, mais uniquement tant que les États-Unis ne dépassent pas les limites mentionnées dans le traité. Oui. Est-ce qu'il y a des risques nucléaires ou pas? Je crois, les États-Unis, si vous voulez, tant qu'il y a eu l'opposition États-Unis, Union soviétique, et que, à part les Français et les Anglais, mais les Anglais étaient sous contrôle américain, donc les Français, on les connaissait. La doctrine de la dissuasion nucléaire française fait qu'on n'attaque personne. Donc, les Russes et les Américains, ils étaient tranquilles. Et ils s'étaient mis d'accord pour dire il faut qu'on ait suffisamment de bombes pour menacer sérieusement l'adversaire, mais on va le limiter parce qu'à partir d'un certain niveau, c'est pas la peine d'en avoir plus et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, c'est un problème financier. Donc, on dit, on va arrêter et chacun aura un nombre de missiles nucléaires. Bon, et puis on se met d'accord. Ça s'est très bien passé, ça a très bien fonctionné. Bon, aujourd'hui, le problème devient différent pour plusieurs raisons. D'abord, il n'y a plus, comme puissance nucléaire, il n'y a pas que les États-Unis, la Russie, la Chine et la France. Vous avez Israël. Vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde, et puis vous en avez d'autres qui veulent arriver. Et qui vont arriver, parce que d'une manière ou d'une autre, il y en a qui vont arriver. Alors là, le problème devient différent. Le problème, c'est est-ce qu'on doit compter avec des inspections chez chacun le nombre de fusées ou de missiles avec les risques de se faire avoir, on peut se faire tromper aussi, ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux dire, écoutez, on se met d'accord, on ne dépasse pas le seuil de temps en total, tant de missiles de chaque côté. Et c'est une solution intelligente, parce que c'est beaucoup plus facile de contrôler à ce niveau global que de contrôler un par un. Donc oui, il y a et Lavrov en a parlé, mais les équipes de Trump en ont parlé aussi. L'arrêt ne veut pas dire qu'on ne contrôle plus rien. L'arrêt, ça veut dire le système qu'on avait imaginé ne fonctionne pas bien. En plus, il faut le dire, il facilite l'espionnage de l'autre par les services spécialisés, il faut le dire aussi, parce que ça servait aussi à ça. Donc aujourd'hui, le problème est différent. On dit il faut trouver une autre formule plus intelligente, mieux adaptée à la réalité. C'est ça qui est en négociation actuellement. Et là-dessus, il y a des discussions qui se passent. La Chine a réussi pour la première fois à récupérer en mer le propulseur du premier étage de la fusée Long March 10. Il s'agit d'une avancée majeure dans le développement de la technologie des fusées réutilisables. La fusée Long March 10 a effectué mercredi un vol d'essai à basse altitude tout en testant avec succès un vol d'interruption pour son nouveau vaisseau spatial habité Mengzhou. La fusée Long March 10 a été développée pour les missions d'exploration lunaire habitée de la Chine et les opérations de soutien à la station spatiale proche de la Terre. Bon, ICE qui se retire du Minnesota.
Alors, c'est pas une grosse nouvelle parce que Tom Homan, depuis déjà quelques jours, sinon quelques semaines, donnait l'impression que l'administration était en train de rétro-pédaler, c'est officiel. La plupart des officiers fédéraux qui avaient été déployés au cours des dernières semaines vont se retirer, aller travailler ailleurs. Je rappelle que c'est beaucoup après la diffusion d'une vidéo virale d'un journaliste citoyen, Nick Shirley, le 26 décembre, que la pression avait soudainement augmenté. Il avait fait enquête dans la suite, dans la foulée de cette affaire de corruption qui implique la communauté somalienne au Minnesota et avait ajouté à ce qu'on savait déjà l'idée qu'il y a peut-être des réseaux de garderies fantômes, bidons, où il n'y avait pas d'enfants qui avaient été subventionnés, là aussi à la hauteur de dizaines, sinon de centaines de millions de dollars. La communauté MAGA, les mouvements conservateurs, s'étaient emparés de l'affaire le 26 décembre et comme par hasard, quelques jours plus tard, il y avait eu une augmentation de la présence des agents fédéraux au Minnesota. Je pense que le point de bascule dans cette affaire-là, c'est la mort de Alex Pretty, qui a été abattu à bout portant et depuis, on voit que l'administration est sur la défensive, mais ça s'inscrit aujourd'hui dans un contexte où à 00:01 ce soir, le département de la Homeland Security, le ministère de l'Intérieur, n'aura plus de financement. On s'était entendu il y a 10 jours pour se donner 2 semaines de négociations. Il y a 6 grandes agences du gouvernement qui étaient en attente de financement. On s'est entendu sur 5 il y a quelques semaines, mais on disait, et les démocrates surtout, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas plus de visibilité sur la manière de procéder de la police de l'immigration, on ne financera pas. Il y a eu hier un vote au Sénat, ça prenait 60 votes favorables pour que le dossier soit fermé et qu'on finance, parce que ça prenait une super majorité. Ce n'est pas arrivé. Tous les démocrates, sauf un, John Fetterman, ont voté pour qu'il n'y ait pas de financement au département de la sécurité intérieure. Un républicain était avec eux. Ça signifie, parce qu'ils sont en congé, les parlementaires, la semaine prochaine, que à moins d'un miracle et d'une entente de dernière minute entre la Maison-Blanche et les 2 chambres, Chambre basse et le Sénat, il n'y aura pas de financement. Paradoxe, c'est que la police des frontières et ICE ont reçu des sommes considérables dans le Big Beautiful Bill qui a été adopté l'été dernier et qui fait que demain matin, ils n'ont pas besoin d'argent, ça leur sort par les oreilles, mais le département de la sécurité intérieure, c'est aussi la police qui fait, ou les agents de sécurité qui inspectent dans les aéroports qui ne seront pas payés. Donc, ça pourrait signifier que certains seront moins tentés de se présenter au travail. Sur un horizon long, ça pourrait signifier de la congestion dans les aéroports, mais c'est toute l'infrastructure de sécurité du territoire, la garde côtière aussi, qui est directement visée. Je ne sais pas si les démocrates pourront longtemps soutenir ce siège, mais ils disent qu'ils veulent des changements et on peut le comprendre parce que tu n'imagines pas une police qui opère en dehors des clous de la loi. Ce que veulent les démocrates et certains républicains, il faut le dire aussi, c'est que ces policiers de l'immigration portent des caméras, des bodycams, que leur matricule, leur nom soit bien visible sur leur uniforme, qu'ils arrêtent d'être masqués, qu'on ne puisse plus entrer chez les gens sans mandat. En fait, il y a une dizaine de demandes. Est-ce qu'on arrivera à s'entendre sur tout? J'en doute, mais c'est évident qu'ils ne lâcheront pas le morceau, puis on peut le comprendre parce que ce sont des conditions normales. Et ce qui est aberrant dans cette histoire de la réglementation environnementale, c'est qu'ils ne perdraient rien à faire une accélération vers une source propre d'énergie, mais dans sa bouche propre résonne avec sale. Je pense en particulier aux panneaux solaires qui coûtent aujourd'hui moins cher à déployer pour produire de l'électricité que l'électricité qu'on produit au charbon. Mais c'est antinomique, opposé à son discours sur le principe, mais en termes de bon sens, pas vraiment, dans un pays qui aura besoin de plus en plus d'électricité pour son virage d'intelligence artificielle, ça ne fait aucun sens. Mais bon, c'est burn, baby burn, pas drill, baby drill, burn, baby burn, parce que c'est pour l'instant le charbon qu'on va faire brûler, en plus de continuer à forer, évidemment. Les nouvelles révélations dans l'affaire Epstein continuent d'avoir des répercussions en Europe. Ce jeudi, la police norvégienne a perquisitionné les propriétés de l'ancien Premier ministre Thorbjørn Jagland, formellement soupçonné de corruption aggravée dans le cadre de ses contacts passés avec le criminel sexuel.
Une enquête a été ouverte après la publication de nouveaux documents en janvier suggérant que le diplomate norvégien et ou sa famille avaient séjourné ou passé des vacances chez Jeffrey Epstein entre 2011 et 2018, une époque où Thorbjørn Jagland était président du comité Nobel. Les perquisitions ont été rendues possibles grâce à la levée de son immunité par le Conseil de l'Europe, où il a occupé le poste de secrétaire général de 2009 à 2019. Lors de son passage à Strasbourg, Thorbjørn Jagland a été accusé à plusieurs reprises par les médias norvégiens et internationaux d'être trop servile envers le Kremlin. Après l'invasion de la Crimée en 2014, la Russie a été soumise à des sanctions électorales, mais en 2019, le diplomate norvégien a été le fer de lance des efforts déployés pour rétablir les droits de vote de Moscou. En Norvège, plusieurs personnes sont citées dans cette affaire, dont la princesse héritière Mette-Marit, qui avait notamment emprunté une propriété appartenant à Jeffrey Epstein à Palm Beach pendant plusieurs jours en 2013. Sort pas des têtes qui tombent, de nouvelles têtes qui pourraient tomber dans la suite de l'affaire Epstein? Pas qui ne pourrait tomber ou qui pourrait tomber, elles tombent. Et elles ce tombent, sont pas, alors c'est pas de petites pointures, encore une fois. D'abord, autour de Keir Starmer, le vide se fait. C'est le secrétaire du cabinet, Monsieur Will Maid, qui est aussi, il faut le préciser, le premier fonctionnaire du pays, un peu comme le greffier du conseil privé chez nous. Donc, après le chef de cabinet, le directeur des communications, c'est le secrétaire du cabinet qui tombe. Alors, les raisons ne sont pas précisées, mais compte tenu de tout ce qu'on sait. Dans le système britannique comme le nôtre, il y a ce qu'on appelle le triangle du pouvoir. Là. Le premier ministre, son chef de cabinet, le premier fonctionnaire. Ça, c'est le triangle, c'est la base du pouvoir. Donc là, tu me dis, il reste juste le premier ministre. Les deux autres sont morts au combat. Exactement. Hey. Alors, les détails ne sont pas donnés, mais après les démissions successives du chef de cabinet et du directeur des communications, on peut penser qu'il y a peut-être un lien. C'est aussi la directrice des affaires juridiques chez Goldman Sachs qui annonce qu'elle prendra sa retraite anticipée, qu'elle va démissionner et ça sera effectif au mois de juin prochain. On a découvert que le jour où M. Epstein a été arrêté en 2019, le 6 juillet, les numéros de téléphone qu'il a composés dans les heures qui ont suivi son arrestation étaient entre autres celui de cette avocate qu'elle appelait dans certains de ses courriels oncle Jeffrey. Et puis, c'est l'ancien premier ministre de la Norvège qui a dirigé aussi le Conseil de l'Europe, qui a été le patron de l'Académie du prix Nobel, qui est aujourd'hui sous le coup d'une enquête pour corruption. Il avait une immunité diplomatique qui a été levée par le Conseil de l'Europe hier ou avant-hier. C'est donc dire que cette affaire n'en finit plus. William, les événements se précipitent depuis 2 semaines dans un certain nombre de pays, notamment en Europe, mais on découvre que la justice française avait en réalité depuis un certain temps pas mal d'éléments pour enquêter sur les liens entre le financier américain et des personnalités françaises. Oui, depuis le 23 septembre 2019, depuis la perquisition dans l'appartement parisien de Jeffrey Epstein, retrouvé mort 1 mois plus tôt dans sa cellule de prison à New York. Quand les enquêteurs entrent au 22 avenue Foch, ils découvrent des photos de femmes dénudées sur les murs. Ils saisissent du matériel informatique, dont le contenu du compte Gmail de Jeffrey Epstein. À l'intérieur, les secrets du criminel sexuel et notamment ses échanges avec le Français Jean-Luc Brunel, le rabatteur de jeunes femmes pour le compte d'Epstein. Et alors pourquoi la justice n'a pas poursuivi l'enquête ? Eh bien parce que Jean-Luc Brunel est retrouvé mort, lui aussi, s'est suicidé à la prison de la Santé le 19 février 2022. Plus aucun suspect sur le territoire français, plus d'investigation, c'est la logique procédurale, sauf que il y a une forme d'omerta dans cette affaire, car jusqu'à aujourd'hui encore, les victimes qui avaient porté plainte contre Jean-Luc Brunel n'ont pas eu accès à la procédure, elles ne savent même pas quels actes d'enquête ont été réalisés, et c'est grave car l'autorité judiciaire, si elle n'a aucune obligation de résultat, en revanche, elle a bien une obligation de moyens, elle se doit de chercher la vérité, même si elle n'est pas assurée de la trouver. Alors la justice aujourd'hui a repris les choses en main, William, mais essentiellement sur le volet financier. Oui, le parquet national financier a ouvert une enquête sur des soupçons de blanchiment de fraude fiscale aggravée, car les échanges de mails entre la fille de Jack Lang et Epstein laissent supposer l'existence d'une société offshore. Est-ce qu'elle a pu servir à dissimuler des fonds ? C'est tout l'enjeu de cette enquête. Une autre enquête devrait voir le jour. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a annoncé saisir la justice après la révélation des échanges entre Epstein et Fabrice Edan, un diplomate français visé par une enquête du FBI pour avoir
consulté des sites pédopornographiques. L'enquête n'avait rien donné, mais le français avait été exfiltré discrètement par le Quai d'Orsay. Une enquête parlementaire pourrait faire la lumière sur la façon dont le Quai d'Orsay a tenté d'étouffer cette affaire. Et la justice française, selon vous, William, va-t-elle se résoudre à enquêter sur le volet criminel de l'affaire Epstein? Alors à ce stade, un seul fait de ce type a été clairement rapporté à la justice. C'est une victime suédoise qui a porté plainte il y a quelques jours contre un certain Daniel Siad, un agent de mannequin proche de Jean-Luc Brunel. Cette femme l'accuse de l'avoir violée à Cannes dans les années 90. Les faits risquent d'être prescrits, elle le sait, mais elle a entamé cette démarche avec l'espoir que d'autres femmes parlent. Enfin, l'association Innocence en danger tente de forcer la justice à enquêter sur ce volet, même en l'absence de victimes connues. 5 avocats épluchent depuis 10 jours tous les documents dans l'espoir de relancer l'enquête que la justice a refermée il y a 6 ans maintenant. Et nous débutons avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, qui a déclaré qu'un accord sur le nucléaire avec les États-Unis était réalisable s'il était équitable et équilibré, ajoutant que Téhéran préférait la voie diplomatique. Il a fait ses déclarations jeudi sur X. Le même jour, le président américain Donald Trump a déclaré qu'un accord sur le nucléaire avec l'Iran devait être conclu dans un délai d'1 mois, faute de quoi les conséquences seraient très traumatisantes. Le haut responsable iranien de la sécurité, Ali Larijani, a annoncé que la date de la prochaine série de négociations n'était pas encore fixée, mais que les deux parties souhaitaient poursuivre les négociations. Parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche pour lui faire part de son scepticisme. Il a en effet déclaré qu'un accord sur le nucléaire devait inclure des restrictions sur les missiles iraniens. Mais Téhéran a rejeté ces restrictions. L'Iran et les États-Unis ont tenu leur première série de négociations à Oman il y a une semaine. Les États-Unis cherchent donc à renforcer leur position au Moyen-Orient d'une manière très américaine, trumpienne peut-être. Oui, trumpienne, oui. Est-ce qu'il y a un risque que les États-Unis affrontent la Russie en Iran? Non, alors moi je pense pas. Les Américains, enfin il faut reprendre la doctrine Trump si vous voulez. La doctrine Trump, elle est très claire. Il veut la paix dans tous les coins du monde pour pouvoir relancer l'économie américaine aux États-Unis et sur l'ensemble de l'Amérique, puisqu'il a déclaré dans sa National Intelligence Strategy, la NIS, la note qu'ils ont sortie de stratégie, et il a bien expliqué que l'ensemble de l'Amérique, c'était lui. Hein, ce qui explique le Groenland. Hein. Le Groenland fait partie de l'Amérique, donc c'est à moi. Ah bon, c'est comme ça, hein. C'est les États-Unis. Alors, lui, pour pouvoir vivre heureux, tranquille, sans avoir à envoyer des militaires partout, il veut avoir la paix partout. Donc, il veut la paix au Moyen-Orient. La paix au Moyen-Orient, aujourd'hui, avec les accords d'Abraham qui ont été signés avec les Émirats, les Bahreïn, donc le Qatar, Israël, enfin bon, ils ont réussi à faire déjà une paix assez importante et qui a tenu malgré la guerre entre Israël et l'Iran. Mais maintenant, ils ont besoin d'aller plus loin. Plus loin, c'est la paix entre l'Iran et une non-agression, je dirais plutôt, entre l'Iran et Israël. Parce qu'ils ne lâcheront pas Israël, ça c'est sûr. Donc, comment faire? Eh bien, il faut faire la paix. Alors, ils sont en train de négocier la paix. Qu'est-ce qui les gêne? C'est uniquement le nucléaire. Eux, les Américains, on va voir les autres après, parce que ce n'est pas la même chose. Les Américains, ils sont gênés parce que le nucléaire iranien permet de dire aux Israéliens, si vous exagérez, je fais comme les Français avec la dissuasion, je vous mets une bombe nucléaire sur la tête. Alors, jusque-là, jusqu'à la dernière guerre, on ne les prenait pas au sérieux, mais dans la guerre Iran, et la guerre israélo-iranienne, vous avez vu que les Israéliens ont attaqué avec des avions, bombardé plein de choses, mais les Iraniens ont envoyé des missiles, et la grande surprise de cette guerre, on n'en a pas beaucoup parlé en France, mais la réalité, c'est que les Iraniens ont réussi à percer le fameux dôme de fer. Hein. Il y a de nombreux missiles iraniens qui sont passés à travers le dôme de fer et qui ont touché leur cible. On sait que, on dit du moins, parce qu'on n'a pas les preuves, parce que les Israéliens, c'est
secret défense, bien entendu. Ils ne vont pas avouer leurs pertes, hein, mais on dit que le siège du Mossad a été touché, que l'unité 1200, enfin Beersheba, l'université de Beersheba a été touchée. Bref, des pôles stratégiques. Le seul qu'ils n'ont pas touché, c'est Dimona, la centrale atomique où sont les bombes nucléaires iraniennes et israéliennes. Parce que ça, là où ils touchent à ça, c'est la guerre. Là, c'est la guerre garantie. Si les États-Unis décident de lancer une attaque militaire contre un autre État membre de l'OTAN, tout prendra fin, y compris l'OTAN elle-même, l'alliance à laquelle nous appartenons tous, et l'ensemble du cadre de sécurité mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Aucun État membre de l'OTAN ne devrait attaquer ou menacer un autre membre de l'Alliance. Si un conflit ou des actes d'agression éclatent au sein de l'OTAN, l'Alliance perdra tout son sens. Parce que la Banque du Vatican nous a fourni un index pour investir de façon catholique. Extraordinaire, avec Morningstar, qui est une grande agence de notation et de recherche financière. Excellente, d'ailleurs. Peut-être pour que justement la Banque du Vatican se refasse une virginité, si tu me permets, parce que la Banque du Vatican doit certains de ses rendements à une fécondité qui n'était pas le fait du Saint-Esprit toujours. Mais de la mafia. La Banque du Vatican exactement, qui est maculée de scandales. Et là, on essaie d'être vertueux et de faire en sorte qu'on puisse investir dans des fonds d'investissement qui auront reçu la bénédiction, non pas du pape, mais de Morningstar, qui va faire l'audit de ces fonds d'investissement pour s'assurer qu'ils répondent aux valeurs chrétiennes catholiques. Il y a un fonds européen, puis un fonds États-Unis. Dans le fonds États-Unis, tu as vu, c'est quoi la première entreprise, là, sur la liste? Meta. Exact. Meta. Je veux dire, moi, perso, là, je vais investir dans le pétrole. Je vais investir dans l'armement. Anytime. Je vais investir dans l'armement anytime. Pour moi, la pire, au niveau des valeurs, la pire entreprise sur Terre, c'est Meta, là. Je veux dire que le Vatican... Je comprends qu'on peut dire que ça pollue pas, là, quoi qu'aujourd'hui, les environnementalistes nous diraient la quantité de jus que ça pompe, le numérique, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça pollue. Oui, ça pollue énormément. Ça produit des gaz à effet de serre nécessairement par l'électricité. Il faut voir d'où vient cette électricité. Mais tu as raison. Tu mets ta conscience à distance quand tu investis dans de pareils véhicules. Apparemment, pour l'Église catholique, aucun souci, mais ça ressemble étrangement à du signal vertueux, je te dirais. Je ne suis pas sûr que comme bon catholique, tu vas être assuré parce que Morningstar a donné sa bénédiction. Mais c'est le nouveau produit. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.